aujourd'hui, effectivement, c'est une date anniversaire, même si c'est compliqué de parler d'anniversaire quand on remonte comme ça à un fait difficile, douloureux, je vais dire. On est le 27 avril 2020 et j'ai la chance et le bonheur d'avoir un témoignage de quelqu'un, d'un survivant, il va nous dire pourquoi, de de ce massacre, hein, parce que je pense qu'il ne faut pas l'appeler autrement, du 27 avril 2001, c'est notre cher Hakim Azoulagma. Azul, Samia, bonjour. Comment vas-tu? Ça va. C'est une journée compliquée pour toi, difficile, la date le 27 avril depuis 19 ans, tout là. Ouais, tu sais, c'est une journée, elle est comme les autres, parce qu'elle est quand même différente des autres. Parce que c'est Assagui que le pouvoir mafieux assassin, le pouvoir algérien, c'est aujourd'hui qui a donné l'ordre, enfin c'est aujourd'hui. C'est un 27 avril 2001, donc 19 ans jour pour jour, et je devrais même dire heure par heure, C'est parce que c'est vrai. vraiment à cet instant peut-être euh, qu'il a donné l'ordre vers les coups de 14h30, 15h, quoi par là, qu'il a donné l'ordre justement d'assassiner, enfin de commencer ce qui allait être vraiment un massacre en fait en Algérie, à Tizi Ouzou, en Kabylie, enfin Tizi Ouzou, Gayouf, Bouira, enfin en Kabylie, dans cette région d'Algérie. Donc c'est pas une journée ordinaire, on va dire, mais voilà, c'est une journée. C'est une journée qui fait partie de notre histoire, qui fera partie de notre histoire. Qui fait partie de l'histoire collective, mais qui a totalement bouleversé ta vie, Hakim. Pour moi, effectivement, c'est une journée à deux revers, en fait. Elle a mis un terme, en fait, à une jeunesse, à une vie, tout simplement, pour qu'une nouvelle vie naisse, en fait, un peu dans la douleur. Hein. Tu avais quel âge en 2001? J'avais 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans. J'avais 18 ans et un mois. Donc voilà, c'est ce jour-là que ma vie de jeune Kabyle s'est arrêtée en fait, enfin jeune Kabyle. A perdu son innocence, si on peut parler d'innocence en Kabylie, quand on est en Kabylie. C'est ce jour-là que ça a basculé en fait, tout simplement. C'est pas forcément perdre son innocence, mais c'est vrai qu'on réalise qu'en face, il y a des gens qui sont pas du tout innocents, qui sont même criminels, qui sont assassins. Et c'est ces gens-là, en fait, qui ont fait le bilan qu'on connaît tous, plus de 128 morts et plus de 5000 blessés par balle, et pour la plupart très très graves. Tu sais, si c'est pas trop difficile, trop douloureux pour toi, est-ce que tu peux nous rappeler comment s'est déroulée cette journée? Qu'est-ce que vous aviez prévu? Toi, tu es originaire de Tizi? Moi, je suis originaire de Tizi, de Tamasit, plus exactement. Mon village, c'est un village à côté d'Azazga. Donc, Et donc, pardon. j'allais te dire, donc, qu'est-ce que vous aviez prévu à Sinière? En fait, il faut dire que cette période d'avril, cette période de fin avril, en fait, généralement, c'est une période assez festive, même si on commémore quand même pas mal de choses reliées toujours à la culture kabyle, à la culture berbère, en fait. Donc, on fête le 20 avril. Le 20 avril qui est devenu vraiment un symbole pour nous, en fait, à l'époque. Le 20 avril, on l'attendait avec hâte parce qu'on n'avait pas cours. Et on faisait à côté, au lieu d'avoir cours, on faisait des activités donc, sportives, culturelles, théâtre, chant. Voilà, on faisait pas mal de choses en fait qui restaient dans le domaine de la culture. Et puis, il faut dire que c'est le printemps. Et le printemps en Algérie, c'est quelque chose de magnifique en fait. Et donc voilà, c'était une journée. C'était une période en fait assez festive, on va dire. Et en fait, il y avait pas mal de manifestations, il y avait pas mal comment dire, d'expositions, en fait, toujours en rapport avec la culture. Et donc, pendant cette période, on faisait ça, on préparait un certain nombre de choses pour fêter justement 80, pour fêter l'arrivée du printemps, voilà, pour célébrer
nos héros aussi, nos héros depuis la nuit des temps finalement. Et en fait, voilà, donc en fait, cette année-là, le pouvoir avait décidé justement que ça allait pas se passer pareil, que ça allait se passer différemment, en rajoutant justement euh, du sang et des larmes, en fait, dans les rues, dans les villages et dans les montagnes de Kabylie. Grosso modo, le gouvernement avait interdit toute manifestation, c'est ça? Il n'avait pas forcément interdit toute manifestation parce que c'était quelque chose qui ne pouvait pas interdire, je pense. Euh, C'était quelque chose qui nous appartenait, c'était quelque chose qu'on avait depuis que je me rappelle, depuis mon enfance. En fait, le 20 avril, c'était quelque chose de sacré. Et en fait, au lieu d'interdire ou quoi que ce soit, il a fait ça d'une manière machiavélique, en fait, parce que c'est un pouvoir, comme je l'ai dit juste avant, c'est tout simplement des criminels et des assassins. Et en fait, ils ont tiré à balles réelles sur des jeunes manifestants, parce que il faut dire que le début de tout ce qui allait donner 2001, le printemps noir, comme on l'appelle maintenant, comme on l'a appelé juste après, c'était des marches pacifiques à la base. C'était des marches d'étudiants, marches pacifiques. Et c'est le pouvoir, en fait, c'est les gendarmes, donc à l'époque, qui ont tiré, en fait, avec des bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants. Et parmi les manifestants, il y avait des filles, il y avait des enfants, il y avait des jeunes, il y avait des grands. Euh, et en fait, c'est ça qui a mis le feu aux poudres, on va dire. C'est une provocation, en fait. La réaction de la gendarmerie a été disproportionnée, en fait. Ouais, donc en fait, nous, on connaît Venag à Azoul. Donc à Azazga, on avait commencé le 26 avril. Et le 26 avril, en fait, on avait décidé de faire une marche donc dans la ville d'Azazga pour rendre hommage justement à Massinissa qui a été assassiné, Massinissa Galma qui a été assassiné le 18 avril, donc une semaine avant. Et puis rendre hommage à tous nos héros, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis c'était là une manière aussi de fêter le 20 avril. Et cet hommage en fait qu'on voulait rendre à Massinissa, et à travers cet hommage, c'est dire aussi notre ras-le-bol en fait de cette injustice, de cette injustice en fait qui s'abattait sur nous, et une injustice gratuite. Et du coup, en fait, devant la brigade de la gendarmerie, on s'est arrêté pour observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont parti, en fait, assassinés par la main de ce pouvoir depuis X temps. Et en fait, les gendarmes ont voulu disperser la foule avec des bombes lacrymogènes. Donc en fait, c'est ça qui a fait que cette marche qui était à la base pacifique a dégénéré. Et ça a donné lieu à ce qu'on connaît maintenant, à ce qu'on a connu après, à des émeutes. Mais bon, nous, on avait des pierres, en fait, on jetait des pierres vers la brigade. Et puis en face, il y avait des bombes lacrymogènes, il y avait des rafales à blanc. Donc là, je parle du jeudi 26 avril. Et puis le 27, en fait, en revenant sur les lieux, à Azazga, donc, le début, c'était pareil que la veille, c'est-à-dire qu'en face, on avait des gendarmes qui étaient aussi déterminés, qui étaient armés, qui étaient là pour nous repousser ou ont voulu nous disperser en tout cas. Et en fait, ils avaient utilisé bien sûr les bombes lacrymogènes, ils avaient utilisé encore une fois les rafales à blanc, sauf qu'à un moment donné à un autre, en fait, les rafales, elles étaient plus blanches, je veux dire. Elles étaient des rafales réelles, avec des balles réelles, avec des balles explosives. Donc, et puis le massacre a débuté un 27 avril en milieu d'après-midi, quoi. À Azazga, ils ont fait plusieurs morts le premier jour déjà, beaucoup de blessés. J'en fais partie, donc j'ai reçu une balle explosive que j'ai reçue au niveau du crâne. Donc cette balle, en fait, la balle explosive, c'est une balle, une fois qu'elle a
elle a atteint sa cible, entre parenthèses, en fait, elle s'explose en plusieurs morceaux. Donc c'est une arme de destruction. C'est pas une arme pour disperser des manifestants. C'est pas une arme pour, même pas une arme pour se défendre à la base. C'est vraiment une arme pour détruire, pour massacrer. Donc c'est ce que le pouvoir, c'est ce que les gendarmes algériens, c'est ce que le pouvoir algérien a ordonné d'utiliser contre les manifestants qui étaient tout simplement des étudiants. Une moyenne d'âge peut-être de 20, entre 20 et 23 ans, parce que je vous dis, moi, j'étais pas le plus jeune dans l'histoire, j'avais 18 ans, mais j'étais loin d'être le plus âgé. Il y avait, voilà. Mais il a riposté avec ce genre d'armes sur des manifestants. Donc, comme je l'ai dit, j'avais reçu une balle qui m'a atteint au niveau du crâne. Donc, cette balle-là, elle était explosive. Elle s'est explosée en plusieurs morceaux une fois qu'elle est rentrée à l'intérieur de mon crâne. Et puis, une autre balle qui m'a traversé la cheville droite. Donc, celle-là, c'était une balle normale, une balle ordinaire. Donc, elle est rentrée, elle est ressortie, bien sûr, en explosant la cheville, mais voilà, elle est sortie, quoi. À quoi tu penses quand ça t'arrive? Ou tu perds connaissance? Bah, on pense pas, on n'a pas le temps en fait de penser à quoi que ce soit. Hein. Ça s'est passé très très vite déjà l'adrénaline entre parenthèses de la manifestation parce que même s'ils n'avaient pas tiré jusqu'alors, en fait il y avait cette peur quand même parce qu'on savait qu'en face c'était pas des gentils. Du coup, il y avait cette peur parce que si on se faisait attraper par les gendarmes, je pense qu'on se serait tout simplement fait tabasser. Donc, il y avait une adrénaline, si tu veux, déjà à la base. Et puis, entre ça et le moment où ils tirent sur les jeunes, il se passe pas beaucoup de temps. Une balle, voilà, c'est une fois que tu reçois la balle, la douleur qui est une douleur qu'on peut pas expliquer, qu'on peut pas imaginer en fait. Donc voilà, tout ça en fait, tout ça mélangé, les cris, les larmes, la douleur, enfin vous étiez plusieurs touchés et plusieurs personnes qui ont été tuées. Est-ce que tu te souviens de ce à quoi tu penses ou à qui tu penses à ce moment-là? Sincèrement, quand j'ai reçu la balle, en fait, je suis tombé. Je sais pas quelle balle j'ai reçue en premier. Je pense que je les avais reçues en même temps, probablement parce que j'ai pas souvenir d'avoir reçu une après l'autre. Je tombe en fait et je sais pas, c'était bizarre en fait. C'est comme si j'étais dans un cauchemar. Je me rappelle, je me souviens avoir dit maman s'il te plaît réveille-moi, mais après plus rien en fait. Enfin plus rien dans le sens où, tu te souviens pas? La douleur en fait elle arrive pas tout doucement, elle arrive pas. C'était un raz-de-marée de douleur, donc toutes les fonctions s'arrêtent en fait finalement d'un coup parce que vous avez tellement mal, et puis là c'est le trou noir, et puis après je me réveille parce qu'on me traîne pour me cacher en fait dans un hall d'immeuble, et c'est la douleur qui me réveille justement parce que ma cheville elle était complètement éclatée, et puis les gens en fait ils savaient pas où est-ce qu'on était atteint, il y avait du sang partout. Donc moi ils savaient pas que j'étais atteint à la jambe par exemple. Enfin, la balle, la cicatrice en fait au niveau de mon visage était visible, mais celle de mon pied elle n'était pas visible. Du coup je pense que c'est pareil pour tous mes camarades, notamment ceux qui ont décédé, parce que c'est eux qui ont reçu le plus de balles. Et aujourd'hui j'ai une pensée à mon ami Youssef, donc qui nous a quittés à cette époque. Donc lui il avait reçu 5 balles dans le torse. Donc avec 5 balles dans le torse, on s'en sort pas. Ouais, il a survécu 5 jours à l'hôpital sans soins bien sûr, mais bon ça c'est un autre volet. Voilà, aujourd'hui j'ai une pensée aussi pour lui et pour sa famille.
et puis à tous les martyrs en fait de 2001, à tous les blessés, à toutes les familles en fait qui ont été touchées de près ou de loin à cette période de 2001. Et tu dis, je veux bien, si ça t'ennuie pas, que tu évoques un petit peu l'hospitalisation, si tu veux bien, en quelques mots. Parce que tu as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a pas échappé. Tu dis, on nous a pas soignés, c'est ça? Non, non, non. En fait, comment te dire, je rigole, mais c'est un rire nerveux en fait. C'est l'hôpital, les hôpitaux en Algérie, parce que j'en ai fait 3, donc Azazga, Tizi et Alger. Je crois que l'hôpital d'Azazga, l'hôpital de Tizi, je pense qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose parce qu'ils étaient submergés d'un nombre assez considérable, en fait, très très conséquent de blessés de partout. En fait, ça arrivait de partout, il y avait des blessés qui arrivaient de partout. Et parmi ces blessés-là, des blessés très très graves, et parmi eux encore, beaucoup de morts. Donc je pense que la panique, le manque de moyens, effectivement, et puis voilà, faire face à ce nombre vraiment considérable de blessés par balle, ils ne savaient pas quoi faire en fait avec ça. Et je pense que c'était un manque de moyens pour nous soigner. En revanche, à l'hôpital Mustapha Bacha à Alger, l'ordre de ne pas nous soigner était carrément visible, si tu veux, parce que pour ma part, je suis resté 5 jours à l'hôpital, et en 5 jours, avec une balle explosive dans le crâne, avec une balle qui m'a traversé la cheville droite. Dire ça comme ça, traverser la cheville, ça a l'air de rien, mais c'était vraiment très très compliqué. C'était beaucoup plus compliqué que les mots que je suis en train d'utiliser. Et en fait, en 5 jours, avec ça, il y avait 0 soin, si ce n'est juste l'infirmière qui est passée de temps en temps pour me changer les pansements au niveau de mon crâne. Parce que c'était une plaie ouverte et ça saignait toujours. Donc c'est ça que j'appelle en fait... Tu es presque un rescapé, hein. Non, pas un rescapé, un survivant. Je pense que je suis un miraculé. C'est comme ça que les médecins en France, en fait, m'ont appelé, m'ont surnommé entre parenthèses, en fait, quand je suis arrivé. Parce qu'avec avec ce que je viens de vous raconter, les 5 jours sans soin, bien sûr, les 5 jours sans soin, il y avait quand même la balle à l'intérieur de mon crâne qui continue à faire des ravages parce que elle est restée, elle est rentrée à l'intérieur. C'était une balle de Kalachnikov, donc c'est pas une petite balle d'un 9 mm. C'est pas une balle de plomb, oui, exact. Ouais, c'est des grosses balles. Et en fait, elle est restée à l'intérieur de mon crâne, donc ça commençait à s'infecter de partout. La balle au niveau de mon pied, elle a laissé une plaie ouverte des 2 côtés de ma cheville. Et les médecins, ils ont trouvé le moyen de mettre du plâtre dessus pour bien que ça pourrisse. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai été sauvé vraiment à l'extrémisme, en fait. Tu dis que tu es arrivé en France. Comment s'est fait ton évacuation? Alors, en fait, c'est mon père. C'est mon père qui vivait en France à cette époque, qui est venu donc me chercher à l'hôpital à Alger. Donc, ils l'ont prévenu. Je crois que c'est mon oncle qui l'a prévenu le jour même. Il lui a dit que j'étais touché. Et donc, mon père, il est venu tout de suite, donc dès le samedi matin. Et puis, dès qu'il a vu que les médecins ne bougeaient pas et qu'ils n'avaient surtout pas l'intention de faire quoi que ce soit, si ce n'est attendre que je crève, il a décidé de prendre les choses en main, en fait, et il a tout fait justement pour me ramener en France. C'est pareil, quand je dis il a tout fait, en une phrase, ça a l'air tout simple, mais c'était compliqué parce que j'avais pas de passeport, il fallait me faire un passeport, pas de visa, pas d'autorisation de quitter l'hôpital. Ici, il fallait que les hôpitaux soient au courant de mon arrivée, donc il fallait qu'ils se préparent. Il fallait délivrer un nombre incalculable d'attestations, de documents administratifs en fait pour faire tout ça. En plus de tout ça, les routes, ça s'était barré pour faire le lien entre Alger, là où je suis, et puis
et puis mon village, et puis la ville pour les papiers, et puis la daïra, enfin le département, quoi. Mm. Donc tout ça en 5 jours, c'était très très compliqué à faire, mais voilà, ici entouré de mes oncles, ici entouré Mm. de ses amis, et puis bah, grâce à eux, grâce à lui, bah, je suis arrivé en France, Mm. et puis voilà. Tu gardes quelques séquelles, Hakim? Certaines qu'on voit, d'autres qu'on voit pas. Bah, la plus grande, c'est celle qu'on voit. Mm. La Mm. plus grande, c'est celle qu'on voit. C'est pas celle qu'on voit. La plus grande, Mm. c'est ma perte de vue. Mm. Mais, mais je pense qu'il y a aussi, il y a encore une plus grande encore, c'est tout le mal en fait que, que ça a causé à ma famille. Mm. Et, et ce sentiment, en fait, je pense que tous les blessés l'ont et tous ceux qui nous ont quittés, malheureusement, voilà, c'est une autre histoire. Parce que, ok, on est touché dans sa chair, on est touché, on a reçu des balles et tout ça, mais je pense que la douleur qu'on a ressentie, nous, c'était plus une douleur physique, mais la douleur des miens, en fait, qui était une douleur morale, Mm. euh, je pense elle devait être beaucoup plus puissante. En tout cas, وتساعد pas دواء pour faire égalité. Pardon? وتساعد دواء. Bah, tu peux pas trouver un remède quand tu viens annoncer à une maman que son fils va plus rentrer à la maison pour certains, ou bien il va rentrer peut-être un jour, mais certainement pas le même qui est Ouais. sorti. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu veux? Enfin, je veux dire, il y a pas de mots, il n'y a pas de soins, il y a aucun traitement qui peut soulager ce que nos mamans en fait ont ressenti. Et encore, je parle de nos mamans, c'est nos Oui, parents, oui, nos oui. familles qui ont ressenti ce jour-là. Je veux dire, moi, je suis sorti le vendredi de la maison vers 13h. Et le vendredi soir, tout ce qu'on a ramené à ma mère, c'était ma veste pleine de sang. Donc, bon, moi, je suis rentré Ouais. 11 mois, 10 mois après. Et tu es rentré. Et c'est pareil pour mon ami, donc Youssef, qui est mort. Malheureusement, lui, il n'a pas survécu. Lui, bah voilà, enfin, il est sorti pareil le vendredi de chez lui. Et puis on l'a ramené chez lui 6 jours après, mais voilà, dans un cercueil. Donc, qu'est-ce que. Je veux dire, j'ose même pas mettre cette douleur sur une Mm. échelle parce Mm. que Mm. Mm. c'est impossible en fait. Mm. Perdre un enfant, c'est terrible, quel que soit l'âge. Tu as réussi, alors tu disais c'est compliqué, mais ta vie est dorénavant en France, même si tu retournes régulièrement en Algérie, en Kabylie. Je crois qu'Imoulani, tout est là. Ouais, veuve fait vaguer des Français. Ouais. Mais le reste de ma famille, ils sont en Algérie. Ouais. Diana Zougan. Tu retournes sans. Est-ce que quand tu retournes en Algérie, est-ce que tu réussis à retourner sans avoir la peur au ventre ou c'est compliqué? Non, non, j'ai pas la peur au ventre. De toute façon, je me dis, et je le dis toujours, ils peuvent pas me faire pire que ce qu'ils ont Mm. fait. Donc, à la limite, Même pas non, peur. non, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Mm. Ils peuvent pas faire pire. Pour moi, ils peuvent pas faire pire en tout cas. Après, donc, je repars dès que je peux, Mm. dès que l'occasion se présente en fait. Pour y aller me ressourcer parce que c'est ma source. Et, Je te comprends. Mm. et donc, dès que l'occasion se présente, j'y vais. Bah voilà, quand on arrive là-bas, on a une joie à partager parce qu'on a une joie de retrouver les siens, de retrouver l'endroit dans lequel on a vécu, mais aussi l'endroit qui a fait que notre vie en fait a été bouleversée. Mm. Et puis voir la dégringolade en fait de l'Algérie, ça fait jamais plaisir. Donc voilà, c'est un sentiment partagé en fait. Oui, c'est vrai. Mm. Et ta vie aujourd'hui, elle est compliquée ou tu as. Pardon, j'ai pas entendu. Enfin, je dis, est-ce que ta vie aujourd'hui, elle est compliquée ou tu as réussi à transformer la difficulté? Tu es devenu. Est-ce que tu travailles? Je sais. Oui. Oui, oui. Non, mais je pense que ma vie, elle n'est pas plus compliquée que celle des autres en fait. C'est les difficultés en fait que
j'ai les mêmes difficultés que tous les gens, en fait. On a les mêmes difficultés, on a les mêmes besoins, on a les mêmes envies aussi. Je fais presque les mêmes choses. Mon handicap m'empêche de faire un certain nombre de choses, mais j'essaye de faire plus celles que je peux faire, celles que mon handicap. Tu en fais pas mal. Pardon? Tu en fais pas mal. Tu en fais pas mal. Tu en fais même plus que bon nombre d'entre nous. Hein. Je ne sais pas si j'en fais plus, mais en tout cas, c'est pour dire aussi que le handicap, c'est pas une fatalité. C'est pas parce que vous avez un handicap qu'il faut s'arrêter, il faut rester chez soi. On peut faire plein de choses, effectivement. Et entre autres, tu t'es lancé le sport, le travail. Ouais. Tu étais sportif déjà avant? Ouais, j'étais sportif. J'ai fait. Comme ça. Pardon? Comme ça, à Keken. Et voilà, j'étais. Tu sais, j'avais 18 ans, donc en fait, j'ai fait pas mal d'arts martiaux quand j'étais jeune. Enfin, pas mal. Encore, je parle de 4 ans d'arts martiaux. Plus du foot, ça, c'est vraiment le sport national, quoi. Je veux dire, comme partout à peu près dans le monde. C'était notre seul loisir gratuit. On sortait de l'école, voilà, une partie de foot avec les copains, avec les voisins, mais c'était pas sur un terrain, c'était dans la rue, c'était dans les champs, c'était n'importe quelle surface à peu près plate qui peut faire office d'un terrain. En fait, on l'utilisait. Donc, on jouait à l'intérieur des cours, on jouait à l'extérieur sur les champs, dans les rues. Donc, c'était le sport le plus gratuit, on va dire, et le plus accessible à tous. Donc, c'était une passion, mais j'ai fait aussi d'autres sports. Donc, tout ça pour te répondre, ouais, j'étais sportif jusqu'à l'âge de 18 ans, mais c'est pareil, quand on perd la vue ou quand on subit un handicap, quel que soit le handicap, finalement, c'est pas pour faire le parallèle ou quoi, mais tous les handicaps, en fait, sont compliqués à gérer. Donc, pour moi, les sports étaient presque finalement une utopie. C'est même plus un rêve, parce que déjà, j'étais atteint physiquement. Et puis, le handicap va m'empêcher de faire pas mal de choses. Et petit peu par petit peu, en fait, on découvre qu'il y a des adaptations pour les sports, notamment pour ma passion qui était le foot. Et donc, il y a une adaptation qui s'appelle le CC Foot. Et puis, voilà, on se lance dedans et on retrouve les mêmes trucs. Donc, les entraînements, le plaisir, la joie, la tristesse quand on perd, les nerfs aussi. Chassé de naturel, il revient galop. Hein. Non, mais voilà, c'est pour dire que ça n'a pas fait de moi quelqu'un d'autre, mais ça a fait de moi quelqu'un de différent, en fait, je pense. On pourrait te dire que tu vis pas avec ton passé. Tu ne pourras pas changer ce que tu as vécu, mais pour toi, tu continues d'avancer. Non, je n'oublie pas mon passé. Je puise même dedans des fois. Mais ouais, c'est sûr que si on veut avancer pour n'importe quelle personne, si on veut avancer, il faut regarder derrière, mais de temps en temps. Il ne faut pas non plus regarder tout le temps derrière, parce que sinon on n'avance pas. Et voilà, c'est valable pour tout le monde, je pense. C'est pas que pour moi ou pour quelqu'un qui a un handicap. Moi, je puise dans mon passé pour vivre mon présent et préparer mon futur. Et c'est comme ça que la vie est faite. Et dis-moi, c'est peut-être Sorcienne Ngalo. Quand tu avais à 18 ans, tu étais étudiante, c'est ça? Ou tu étais encore au lycée? Ou tu étais déjà j'étais au lycée encore? J'étais encore au lycée, ouais. Donc ça a arrêté forcément ou mis en suspens ta scolarité. Est-ce que tu as pu la reprendre après? Ah ça m'a mis un terme. Oui. En Algérie, en tout cas, ça a mis un terme parce que je suis parti de là-bas. Mais bien sûr, ici, j'ai repris mes études avec les difficultés que j'avais parce que il y avait l'âge, il y avait le fait de repartir à zéro dans tout, l'écriture, la lecture notamment. Donc, il fallait réapprendre tout à zéro dans une autre langue parce que j'étais arabisé comme tous mes semblables à l'époque.
Arrivé en France, voilà, si tu veux reprendre les études, il fallait connaître le français, mais pas que juste comme ça. Ouais. Donc il fallait réapprendre, limite, il fallait refaire une entrée scolaire comme la première, et réapprendre le braille, apprendre le braille, pas réapprendre, mais avec le braille justement réapprendre à écrire, à lire, et puis voilà. Écoute, moi je veux te féliciter, Hakim, parce que très sincèrement, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes depuis que je fais cette émission, puis dans ma vie privée, personnelle, mais je t'assure que tu resteras parmi les belles rencontres, parce que quand des fois on manque de courage ou qu'on baisse les bras, ben, il suffit de regarder qu'on n'est pas si mal que nous finalement, et qu'il y a des gens qui ont vécu des moments plus difficiles et qui marchent droit, qui sont bravo. Merci. Je t'en prie, c'est gentil, ça me touche. Je le dis sincèrement, merci. Non, en fait, je le dis souvent que en fait l'espoir, ou bien l'espoir tout simplement, il a qu'un point final, c'est la mort en fait. Et que la mort qui va nous interdire d'espérer ou de vouloir faire quelque chose. Sinon, personne et rien peut nous arrêter en fait quand on veut, dans la mesure du réalisable bien sûr. Je vais pas commencer à espérer voler un jour parce que ça n'arrivera pas, mais et voilà, pourquoi pas avoir des ailes. J'ai mes propres ailes, mais c'est pas des ailes. Donc, en fait, l'espoir, tout ça pour dire que j'ai envie aussi de passer le message qu'il ne faut pas perdre espoir. Malgré la situation, il ne faut pas perdre espoir. Ça peut être, on peut tous se retrouver dans des situations très, très compliquées, très, très dures, des fois, parfois, qui nous paraissent insurmontables. Mais en fait, il faut garder espoir parce que ça paiera tôt ou tard, ça paiera. Et mon deuxième message que je voulais passer, si tu me permets, bien sûr. C'est en fait un rappel. Mon témoignage là aujourd'hui, c'est pour rappeler qu'en 2001, en avril 2001, là aujourd'hui, donc le 27 avril 2001, on a garni en fait les cimetières de Kabylie de 127 tombes, plus de 5000 blessés par balle, dont beaucoup très très graves. Et 19 ans après, jour pour jour, il n'y a aucune condamnation envers les gens qui ont fait ça, qui ont commis ce crime. Est-ce qu'il y aura une un jour? Pardon? Est-ce qu'il y aura une condamnation un jour? On se demande. S'il n'y a pas de condamnation un jour, je perdrai, je pense là, je perdrai espoir par contre. Je pense que si les Kabyles, si les Algériens, si les Algériens et les Kabyles veulent aller de l'avant, il faut vraiment qu'ils soignent leurs mots parce que ça fait partie d'un mal qu'il faut soigner. La justice, il faut qu'elle soit rendue. S'il n'y a pas de justice par rapport à 2001, s'il n'y a pas de justice par rapport à Lounes Matoub, s'il n'y a pas de justice par rapport à Tahar Djaout et tous les autres, je ne vais pas tous les citer ici, s'il n'y a pas de justice par rapport à la décennie noire qui a secoué l'Algérie, s'il n'y a pas de justice par rapport à Boudiaf, par rapport à 88, par rapport à 80, et remontons plus bas, s'il n'y a pas de justice en tout ça, l'Algérie ne se relèvera jamais en fait. Elle se relèvera, mais elle ne sera pas stable. Du coup, il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé. Et moi, de toute façon, je le rappellerai, je serai là et je serai toujours là pour le rappeler. Après, c'est à nous de faire le boulot pour que ces criminels soient jugés et il faut vraiment qu'ils soient jugés. Ah ouais, en tout cas, tu as tout mon soutien. Elle fait l'interview avec Guy. Je vais saluer, embrasser très fort ta maman parce que j'espère qu'elle verra cette interview, saluer ton papa et puis leur dire que ils peuvent être fiers d'avoir un bon garçon comme toi, vraiment. C'est gentil. Là, c'est séquence émotion. J'ai cru que je t'avais perdu à Hakim. Non, mais sincèrement, merci. Vraiment, tu sais, je pense que merci d'avoir tout accepté. Je le dis sincèrement, de tout avoir accepté le principe de cette interview.
même si, en espérant qu'elle sera vue, partagée et que ton témoignage a une force terrible. Et j'espère que voilà, on va la regarder, la partager. Et pas que les Kabyles d'ailleurs, le monde entier, pour justement dire plus jamais ça. Ouais, plus jamais ça, plus jamais de crimes, plus jamais de massacres comme ça, et que les criminels s'en sortent comme ça. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai un pincement au cœur, en fait, pas que par rapport à ma situation, c'est-à-dire aujourd'hui, le 27 avril, c'est un 19e anniversaire, mais mes pensées vont plutôt vers nos martyrs, bien sûr les blessés, mais nos martyrs aussi, parce que Youssef Sadat aujourd'hui, il aurait eu 38 ans, et je pense qu'il aurait été parent, papa, avec sa famille, mais le pouvoir avait décidé que ça n'arriverait jamais, et ce pouvoir-là, en fait, il est toujours libre, et Youssef et tous les autres, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a tellement que tout le monde connaît, en fait. Ceux-là, on n'a pas le droit de les oublier. On les oublie pas. Mes pensées vont vers eux, mes pensées vont vers leur famille, mes pensées vont vers mes camarades aussi qui sont blessés. C'est pareil, il y en a 5000, donc on ne peut pas tous les citer. Voilà, mes pensées vont vers eux aussi, et puis Oulesh Smah Oulesh. Ouais. Et c'est vrai qu'en 2001, il n'y avait pas les réseaux sociaux MS et Gear, mais je compte vraiment sur tous les gens qui verront cette interview pour la relayer, pour dire voilà, merci. En tout cas, franchement, sincèrement, merci d'avoir accepté de témoigner, parce que je pense que même si c'est des souvenirs difficiles, douloureux que tu as évoqués, ça va apporter beaucoup de paix aux parents qui ont perdu un enfant. On dit toujours qu'après, c'est que Svar, même si Svar, c'est compliqué quand on a perdu un enfant, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de dire. C'est compliqué, des fois, on relativise, mais c'est compliqué. Et justement, tu vas continuer à te battre à la mémoire de tous ceux qui n'ont pas la chance de se battre et d'être là aujourd'hui pour pouvoir exprimer, apporter leur témoignage. On doit tous le faire, en fait, qu'on soit concerné directement ou indirectement, on doit tous le faire, et c'est qu'en le faisant tous qu'on va y arriver. Toutes les forces, en fait, qui peuvent faire aboutir notre combat sont bien sûr les bienvenus, mais il faut que ça commence par des petites forces, c'est-à-dire des individualités. Chacun à sa manière, chacun avec son domaine, chacun dans son domaine, je veux dire, chacun avec ses possibilités, en fait. C'est comme ça qu'on va marquer, en fait, on va marquer l'histoire, on va laisser ça dans la mémoire collective, et puis on va marquer l'histoire de ce qui s'est passé en 2001, et surtout de son aboutissement, parce que c'est pas tout de faire quelque chose, mais il faut le faire jusqu'à la fin, et pour l'instant on ne l'a pas fait jusqu'à la fin, et tant que ça ne sera pas fait jusqu'à la fin, tous ceux qui sont morts ne vont pas se reposer, nous on ne va pas se reposer, et personne, je pense, va se reposer. Merci. Telmeta Haki, merci beaucoup. Je t'en prie. Il y a quelque chose que tu voulais ajouter, Haki? Non, pas spécialement. Ouais. C'est. Il est fort ton témoignage. Mes pensées. Ouais. Non, voilà, mes pensées à ceux que j'ai cités tout à l'heure, à ma famille, à maman, à papa, à Ima, Vava, à toute ma famille, en fait. Mes pensées aujourd'hui vont vers eux, parce que je sais que leurs pensées viennent vers moi, et mes pensées aussi à tous ceux qui nous ont quittés. Et puis il faut pas qu'on lâche, il faut pas lâcher. Pour eux, il faut pas lâcher. يسلق يودتكم من هذه الزمان
سلقيوت التكم من دي التموت يسمى الناس نوال